Mesdames, Messieurs, bonsoir d'abord. Vous êtes venus comme d'habitude très nombreux pour le débat de l'histoire, mais comme vous le savez, ce débat est toujours précédé par une petite cérémonie qui a également une grande importance. C'est la remise du Grand Prix des rendez-vous de l'histoire de Blois. Et pour sa 19e édition, le prix des rendez-vous d'histoire de Blois a innové. Comme d'autres festivals prestigieux, je ne citerai que Cannes, Berlin, Venise, à qui d'autre nous comparer, s'il vous plaît. Le jury, donc souverain, a décidé cette année de couronner non pas un bon livre, mais 2 bons livres. N'y voyez pas la conséquence d'une indécision des membres du jury, moins encore de je ne sais quel affrontement clanique entre 2 moitiés irréconciliables du jury, nous nous parlons tous encore, et amicalement, mais plutôt le reflet de la conviction de la majorité, je peux même dire de l'unanimité du jury, que 2 livres méritaient vraiment de figurer dans ce palmarès. D'ailleurs, je le répète, c'est à l'unanimité que le jury s'est prononcé pour ce partage du prix entre les 2 vainqueurs. Comme d'habitude, 5 livres étaient arrivés en finale, je ne rappelle pas notre procédure, mais peu importe, et ce sont à coup sûr d'excellentes lectures que ces 5 livres, quoique dans des genres extrêmement différents. Je vous prie donc de bien vouloir noter que 3 livres, les 3 qui n'ont pas été couronnés, méritent amplement d'être lus et médités. Je cite leurs noms par ordre alphabétique. Le livre de Aline Helg, Plus jamais esclave, de l'insoumission à la révolte, le grand récit d'une émancipation 1492-1838 aux éditions La Découverte. L'essai d'Éric Michaud, Les invasions barbares, une généalogie de l'histoire de l'art, chez Gallimard, et le livre de Jean-Manuel Roubineau, Les cités grecques 7e, 2e siècle, essai d'histoire sociale. Je ne ferai pas de commentaires sur ces livres, juste pour dire quand même que pour les 2 derniers, ne vous fiez pas au titre, mais fiez-vous aux sous-titres. Mais les 2 vainqueurs, parce qu'il faut en venir à eux tout de même, sont, et là aussi je vais utiliser l'ordre alphabétique parce qu'ils ont eu le même nombre de voix, évidemment, puisqu'ils sont ex aequo. Les 2 vainqueurs sont, d'une part, le livre de Gilles Havard, vous avez la couverture, mais je vous montre aussi le livre, il existe vraiment, puis il existe, je peux vous dire. La preuve est que je crois que tout va tomber, mais... Les maladresses du professeur ont toujours fait rire les mauvais élèves. Voilà, oui, ça, c'est gentil de m'enlever ça. On les reprendra tout à l'heure. Donc, Gilles Havard, Histoire des coureurs de bois, Amérique du Nord, 1600-1840, chez un petit éditeur qui s'appelle Les Indes savantes, qui est présent ici, et qui est paru en 2016. Le 2e livre couronné ex aequo, donc, c'est celui de Sylvain Piron, Dialectique du monstre, enquête sur Opicino de Canestris, chez un éditeur peut-être encore plus petit, Zone Sensible, installé à Bruxelles, et le livre est paru en 2015. 2 livres, je le dis tout de suite, profondément différents. On pourrait presque dire aux antipodes l'un de l'autre à bien des égards, et qui ont pourtant des qualités remarquables qui en recommandent la lecture. Au premier, je suis toujours l'ordre alphabétique. Les grands espaces de l'Amérique, la vie sauvage, la nature, enquêtant sur les coureurs de bois, ces Européens qui fréquentent les Indiens pour leur négocier peau et fourrure, Gilles Havard parcourt non seulement les rives du Saint-Laurent, la région des Grands Lacs et toutes ces zones de l'intérieur comme le Haut-Missouri, qui furent le domaine des coureurs français, mais aussi la Virginie, les Carolines, la Géorgie ou la Louisiane,
où il redresse bien des idées préconçues sur le soi-disant désintérêt des Anglais pour ce type d'activité. Dans une longue première partie, très minutieuse dans sa chronologie très pointue, qui parfois, évidemment, surprend beaucoup l'historien de l'Antiquité que je suis. Il est capable de vous étudier 9 ans de l'histoire. Moi, ça serait 9 siècles d'un coup, mais enfin bon, à chacun sa période. Il montre l'évolution du métier de coureurs de bois, les changements de statut des coureurs, les contraintes qui pèsent sur eux, les monopoles temporaires et leur disparition au fur et à mesure que les colonies françaises et anglaises se peuplent et se tournent vers des activités jugées plus rentables. Gilles Havard a dépouillé quantité de récits de voyage et de séjours, y compris des récits manuscrits dont il tire une foule de renseignements concrets. C'est une des grandes qualités de ce livre, c'est que c'est vivant. Il fait réellement vivre sous nos yeux un bon nombre de ces pionniers, toujours jeunes, parfois même très jeunes, 18, 20 ans à peine, qui en quelques mois se débrouillent dans une ou plusieurs langues indiennes et n'hésitent pas à passer de longs mois au milieu des chasseurs, Hurons ou Iroquois au péril de leur vie. Mais à cette première partie historique, Gilles Havard ajoute une formidable seconde partie que l'on pourrait qualifier d'anthropologique si elle n'était aussi, tout aussi bien, historique. Brassant a fait nouveau son immense documentation, Gilles Havard nous offre un tableau infiniment sensible de cette société hyper masculine, les coureurs sont tous des hommes, qui doit apprendre à vivre dans un milieu totalement nouveau. Comment apprendre les mœurs des sociétés indigènes, ses codes sociaux, ces rites d'hospitalité, c'est pas évident de fumer le calumet, par exemple. Mais comment aussi vivre en homme, afficher sa virilité par des postures, des pratiques, mais aussi satisfaire ses besoins affectifs et sexuels. D'où la question de l'accès aux femmes indiennes et donc à terme celle du métissage. Je ne peux en tout cas, qu'évoquer à grands traits la richesse d'une enquête de cette ampleur poursuivie sur plus de 2 siècles. Les 750 pages du texte ne sont pas de trop pour un sujet aussi vaste et aussi passionnant. Et les réalités décrites par Gilles Havard l'emportent, à mon avis, de loin, sur les clichés que les uns et les autres nous avons accumulés à la lecture des bandes dessinées et des romans de notre enfance et de notre adolescence. Le livre de Sylvain Piron évoque lui aussi de grands espaces, d'une certaine façon, mais ils sont d'une toute autre nature. Ce sont les espaces de l'imaginaire, de l'imagination, de l'inconscient et dans une certaine mesure de la foi. Bien loin de l'air vif des forêts canadiennes ou moites des marais louisianais, son héros, Opicino de Canestris, a vécu dans la première moitié du XIVe siècle ses aventures entre Pavie et Avignon, entre les églises et le palais papal, car ce prêtre lombard, connu par ailleurs par quelques traités d'importance secondaire, disons, voyage peu au total pour un homme de son temps. Mais c'est dans le secret de sa chambre qu'il élabore une œuvre exceptionnelle, destinée à lui-même, et même qu'à lui-même, en dehors du Christ et du pape. Et de fait, jusqu'au début du XXe siècle, nul n'en eut connaissance. Si, depuis, plusieurs études lui ont été consacrées, celle de Sylvain Piron fera date par sa pertinence et son accessibilité. Non que le livre soit facile, mais l'œuvre elle-même ne l'est guère non plus. 2 manuscrits composés de plusieurs dizaines de feuillets parchemin ou papier, où Opicino a porté dans les années 1335-1337, pour l'essentiel, il y a des corrections mais peu importe, un mélange complexe de textes et de dessins dont nous prenons connaissance dès que nous enlevons la jaquette du livre, qui a cette originalité, c'est que la jaquette du livre, une fois dépliée, nous donne l'image de l'une de ces pages d'un des manuscrits. Et vous êtes loin, vous ne voyez pas grand-chose, mais je peux vous assurer que le dessin et le texte ne sont évidents ni l'un ni l'autre. Les dessins sont variés, mais consistent pour beaucoup en une représentation du monde méditerranéen selon les codes en usage des cartes marines. Vous en avez un exemple derrière,
que j'ai demandé que l'on affiche. Mais l'originalité vient surtout de ce que les terres, comme la mer, sont le plus souvent assimilées à des personnages humains ou monstrueux qui dessinent l'espace de leur corps. On n'en finit pas de contempler ces figures étonnantes dont on ne devine les détails qu'après une longue observation. Que ce soit le face-à-face d'un vieillard et d'un moine de part et d'autre du détroit de Gibraltar, ou du chemin sinueux du sexe d'un monstre le long du golfe du Lion, les fantasmes d'Opicino s'expriment sans relâche. Bien d'autres figures peuplent les feuillets, le Christ, la Vierge, les évangélistes, Opicino lui-même à divers âges de sa vie. Par ailleurs, usant de couleurs différentes, le rouge et le noir, mais aussi le brun, le vert par exemple, Opicino remplit ses feuillets de textes dont le plus clair de tous, de loin, est sans doute celui de sa biographie, alors que la plupart des autres textes, appuyés sur des références scripturaires ou théologiques que Sylvain Piron élucide avec talent, évoquent ses conceptions du ciel, de Dieu, du salut, de l'Église et de la foi. Tout ceci résulte de la souffrance qu'Opicino ressent du fait de ses conflits intérieurs, au point qu'on a voulu faire de lui un malade mental. Sans doute l'est-il comme nous tous, mais pas davantage ou d'une autre manière. Alors que Sylvain Piron montre combien l'anthropologie historique du christianisme médiéval peut s'enrichir du décryptage de tels documents. Aussi singulière que soit la vie d'Opicino et ses souffrances intimes, l'historien réussit à l'inscrire dans un temps et une culture dont il est le produit. En somme, il réussit à trouver la clé qui donne accès à des textes qu'Opicino ne destinait qu'à lui-même. Les très nombreuses illustrations en couleur des manuscrits, y compris cette insolite jaquette qu'on garde sur sa table tout le temps pendant la lecture de l'ouvrage, étaient certes indispensables, mais ajoutent à l'agrément d'un livre à nul autre semblable. Je vous remercie. Si les deux vainqueurs veulent bien me rejoindre ici. Alors, il faut que j'arrive à garder à la fois le micro. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir, au nom du jury des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, de vous remettre à l'un et à l'autre le Grand Prix avec ces deux diplômes, destinés l'un à vous, l'autre à votre éditeur. Merci beaucoup. Et je leur donne la parole pour leur remercier. Bonsoir à tous. Je veux d'abord remercier les organisateurs des rendez-vous et bien sûr les membres du jury. Je veux aussi remercier mon éditeur, Frédéric Mancienne, qui m'a fait confiance, qui n'a pas été refroidi par l'épaisseur de mon manuscrit. Alors souvent on me demande pourquoi cette drôle idée de travailler sur un truc pareil, les trappeurs et les Indiens. Et une fois parlé de la toque de raton laveur de Davy Crockett, qu'y avait-il à dire de plus finalement ? Alors je dirais que mon dialogue constant avec les anthropologues et bien sûr les historiens du social et du colonial m'a permis de répondre à cette question. L'école des hautes études en sciences sociales, qui m'a accueilli dans l'un de ses laboratoires, a été en cela un terreau très fertile. Mon livre se veut une histoire des autres, les autres domestiques, c'est-à-dire les coureurs de bois, et également les autres exotiques, c'est-à-dire les Amérindiens. Car j'essaye en historien d'être fidèle à la mission première de l'anthropologie, qui est de réfléchir à la diversité culturelle du monde. Et en cela, je suis redevable aux travaux notamment de Lévi-Strauss et à l'EHESS de Emmanuel Devaux. J'ajouterai que le projet de ce livre remonte à 2004
donc il y a 12 ans, alors que j'enseignais l'histoire-géographie dans un collège de ZEP à Paris. Je salue au passage, si vous me permettez, mes collègues de collège et de lycée, nombreux ici, parmi lesquels Delphine et Patricia. Et j'ai été alors convaincu, lors de cette expérience au contact des élèves et des enfants, que l'histoire se devait d'être vivante et incarnée. Mais si je devais dire la vérité vraie sur le pourquoi de ce livre, précisément, je vous raconterai que quand j'étais petit, je passais ma vie devant les westerns. Je sais, c'est très banal, c'est pas du tout académique. C'est aussi à cette époque que j'ai lu un roman de Gabriel Ferry, qui date de 1850, intitulé « Les coureurs des bois ». Depuis lors, le monde des Indiens et des trappeurs était resté un fantasme, et de ce fantasme, j'ai fait la matière de ce livre, qui montre, car besoin en était, qu'il s'agissait d'un véritable objet de sciences sociales. Et c'est un livre que je souhaiterais dédier notamment à André l'Espagnol, dont l'ouvrage « Ces messieurs de Saint-Malo » a été, pour le breton que je suis, une véritable inspiration. Je terminerai en disant qu'il reste beaucoup à écrire sur ces mondes oubliés de l'Amérique et que j'espère que ce livre suscitera des vocations parmi les jeunes chercheurs. Il y a encore des archives à fouiller et des gens à rencontrer, parmi lesquels, par exemple, des Indiens, des Sioux, du Dakota du Nord ou du Montana, dont certains se nomment Pelletier, Beauchamp, Morisset ou Papin, qui était peut-être un coureur de Blois, finalement. Je vous remercie. Oui, donc je dois aussi remercier les organisateurs des rendez-vous, le jury, et dire que je suis aussi très heureux de partager ce prix. Enfin, c'est presque plus agréable d'avoir à partager avec un collègue qui travaille dans la même institution que moi à l'École des Hautes Études ce prix. Mais je dois aussi dire que j'ai été très surpris d'apprendre cette nouvelle, puisque le livre n'est pas du tout un livre au format classique de livre d'histoire, comme vous l'avez déjà compris. Il ne s'agit pas d'un récit de grands espaces ou d'un phénomène culturel massif, mais d'une enquête minutieuse sur un seul individu et une tentative donc de comprendre le psychisme perturbé d'un personnage tout à fait secondaire de son temps et d'en faire un instrument de compréhension des transformations de l'Église du XIVe siècle et des transformations sociales du XIVe siècle. Donc c'est un livre, comme vous l'avez compris aussi, qui est très visuel, et là je dois plus que des remerciements à mon éditeur qui va recevoir tout de suite un diplôme, puisque c'est vraiment un livre que nous avons écrit à deux, donc avec Alexandre Lomonier, qui est l'homme qui fait tout dans la petite maison Zone Sensible, qui est petite par le nombre de livres publiés, mais très grande par la qualité du catalogue et le soin apporté aux ouvrages. Et c'est vraiment un livre qui a été conçu, écrit graphiquement et rédigé simultanément par vraiment deux auteurs, donc on est tout à fait co-auteur et il est co-responsable totalement de la totalité du projet, puisque c'est même lui qui a voulu qu'on fasse ensemble ce livre. Et un livre donc le prix, à mon sens, récompense une forme d'édition vraiment indépendante, quelle que soit la taille des maisons. C'est un livre risqué, qui a coûté en argent, en temps, en énergie, mais je pense pour un résultat très satisfaisant. Il se trouve qu'Alexandre et moi étions très liés à Jacques Le Goff, et le livre est dédié à Jacques Le Goff, et d'une certaine façon, c'est une sorte de regard inversé par rapport à son Saint-Louis, qui était une biographie d'un personnage majeur. Là, c'est une petite biographie d'un personnage tout à fait mineur. Mais parmi les autres sources d'inspiration, il y en a une que je voudrais souligner ici. Il se trouve que je n'aurais sans doute jamais eu l'idée, ou je n'aurais pas fait si spontanément le lien entre l'étude d'un psychisme individuel et des mutations théologico-politiques si je n'avais pas suivi pendant des années les séminaires de Marcel Gauchet à l'EHESS, qui justement étudiait en parallèle l'histoire du psychisme et de la psychopathologie d'un côté et de la construction politique de l'autre. Et donc il m'est très agréable dans ce lieu 2 ans plus tard de rendre hommage à l'enseignement de ce grand intellectuel progressiste. Merci. Merci et bravo à tous les deux. Et maintenant, nous laissons la place à la table ronde de l'histoire.
Bien, bonjour à tous. J'ai l'honneur donc de modérer ce débat sur les réfugiés du droit d'asile à la jungle de Calais, avec nos invités que je vais présenter de droite à gauche pour vous. Zovinar Kenovian, maître de conférence à l'université Paris-Ouest Nanterre, qui a notamment dirigé, administré l'asile en France, les origines de la protection des réfugiés et apatrides en France, à paraître au PUR en 2016. Naïma Germani, qui est maître de conférence à Grenoble et membre de l'Institut universitaire de France, qui travaille sur l'histoire culturelle de l'Allemagne moderne, les représentations du pouvoir, et qui mène actuellement une histoire anthropologique et juridique des images. Son dernier livre, avec Olivier Christin et Fabrice Flokiger, Marie mondialisée, l'Atlas Marianus de Wilhelm Gumpenger et les iconographies, les topographies sacrées à l'époque moderne. À ma droite, à gauche pour vous, Geneviève Dreyfus-Armand, conservateur général des bibliothèques, qui a dirigé la BDIC et qui est une grande spécialiste des réfugiés espagnols. Elle leur a consacré un livre important paru en 1999, L'exil des républicains espagnols en France, de la guerre civile à la mort de Franco. Elle a récemment publié aux arènes en 2015 l'Espagne, Passion française, 1936-1975, guerre, exil et solidarité. Et enfin, Michel Lagier, directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales, anthropologue de la condition cosmopolite. C'est un livre de 2013, du Monde des camps, c'est un autre livre de 2014. Son tout dernier ouvrage, Les migrants et nous, comprendre Babel, est paru au CNRS édition il y a quelques jours. C'est une œuvre de Barthélemy Togo, un artiste camerounais qui vit entre Banjul et Paris. C'est une barque qui est écrasée sous la pression d'énormes baluchons multicolores et qui est en équilibre instable sur une mer fracassante de bouteilles en verre à l'équilibre précaire. C'est une œuvre donc qui caractérise et qui symbolise au fond non seulement la fragilité de la condition des réfugiés, mais aussi, je dirais, l'injonction, pas seulement morale, pas seulement humanitaire, mais peut-être éminemment politique, nous aurons à en reparler, qu'elle adresse jusqu'à nous. C'est une œuvre qui est présentée dans l'exposition Frontières du musée de l'histoire de l'immigration, qui y a d'abord été exposé et qui maintenant circule, et notamment qui sera exposé au Collège de France la semaine prochaine à l'occasion du colloque Migration, réfugiés, exil, qui s'y tiendra à partir du mercredi 12 octobre. J'ai eu l'honneur de participer à ce colloque. Je vous y convie d'ailleurs, vous y serez les bienvenus, et c'est cela sans doute qui me donne aussi l'honneur, le plaisir, la responsabilité de modérer ce débat organisé par la revue L'Histoire. Dans ce très beau numéro qui vient de paraître, un numéro des collections de l'histoire, l'Odyssée des réfugiés, de l'expulsion des séfarades à la jungle de Calais. On apprend notamment, c'est l'article d'ouverture de Catherine Witold de Wendel, on apprend notamment qu'il y a aujourd'hui 65 millions de réfugiés dans le monde, de réfugiés au sens large, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu le statut de réfugiés de la Convention de Genève de 1951, nous aurons à en reparler, les demandeurs d'asile, mais aussi les déplacés internes, ceux qui sont réfugiés dans leur propre pays. Et si l'on y ajoute 42 millions de réfugiés environnementaux, ce qui est évidemment une des questions qui déstabilise le statut du droit d'asile dont on aura à en reparler, eh bien c'est 100 millions de migrants forcés qui aujourd'hui peuplent le monde et qui sont à comparer aux 244 millions en tout de migrants. Dans l'histoire des mobilités, évidemment, la question étant de savoir comment intégrer ce qui est évidemment un pic qui a été observé en 2015 avec 1 200 000 personnes qui ont demandé l'asile à un État membre de l'Union européenne. Et je dirais que faire de l'histoire,
Ce qui est effectivement là aussi un plaisir sans doute, mais également un honneur et sans doute une responsabilité, c'est de ramener non seulement ces chiffres actuels, mais aussi peut-être, je dirais, l'arrogance du présent qui tente de s'y engouffrer à des proportions qui sont plus justes parce qu'elles sont plus larges et plus calmes, mais qui n'en sont pas moins, qui ne sont pas nécessairement apaisantes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour dire qu'au fond ça a toujours existé et pour noyer notre hantise contemporaine dans une histoire de longue durée. Cette histoire est de longue durée pour nous permettre d'agir efficacement. Quelques chiffres encore. C'est pendant effectivement l'été 2015 que l'Allemagne propose d'accueillir 800 000 réfugiés. Quelques mois plus tard, la France daigne en accueillir 30 000 en 2 ans. En réalité, on en est très très loin, puisque quelques milliers seulement aujourd'hui de réfugiés, encore faut-il d'ailleurs qu'ils aient l'envie de s'installer en France, ont tenté de le faire. Et la semaine dernière, nous avons été spectateurs, au fond, de cette étonnante séquence politique du référendum raté de Viktor Orban en Hongrie, où donc on a dépensé 50 millions d'euros pour organiser un référendum tentant de refuser 1300 réfugiés migrants en application du plan européen de répartition des demandeurs d'asile. Donc ce que nous attendons au fond de ce débat, c'est de comprendre, de mettre en longue durée la question de la construction du droit d'asile et peut-être d'essayer de saisir ce qui le menace aujourd'hui, de quelle façon ce qui s'est construit juridiquement dans une histoire, vous allez le voir, plus longue que celle qui nous sépare de la Convention de Genève, comment, au fond, ce qui s'est construit patiemment se détruit sous nos yeux. Et cette question, je l'ai dit, elle est historique, mais elle est aussi politique. Je voudrais, avant de lui laisser rapidement la parole, lire ce qui est presque les derniers mots du livre de Michel Agier, Les migrants et nous. Sur la voie d'un horizon du monde encore incertain, nous franchirions un pas important en reconnaissant l'existence à Calais, Vintimille, Lesbos, Lampedusa et aux frontières en général d'une scène politique qui demande de la reconnaissance, de la négociation, éventuellement de la solidarité, et pas seulement une scène humanitaire ou sécuritaire qui induit la compassion et l'indignation, ou la peur et le rejet. Donc une scène politique et pas seulement humanitaire ou sécuritaire. Michel Agier, d'un mot, c'est peut-être cela, au fond, qui est en jeu dans la désorganisation de ce que nous appelons aujourd'hui réfugiés, migrants. Merci, bonsoir. Tout à fait. La première chose, c'est que je dois un petit peu me placer dans ce débat. Je suis anthropologue, je ne suis pas historien, et je m'adresse d'une certaine façon aux historiens pour leur poser un certain nombre de questions. Et comme on l'a dit tout à l'heure à propos des 2 prix des rendez-vous de l'histoire, les historiens ont inclus de l'anthropologie dans leur histoire, et je fais cette anthropologie qui inclut ou qui voudrait inclure l'historicité dans son anthropologie, dans ses analyses. D'une certaine façon, toute anthropologie devrait être une anthropologie historique ou historicisée. Et j'en profite pour dire quelques mots d'hommage à Georges Ballandier qui, dans les années 50, a été cet autre anthropologue qui a considéré que l'anthropologie et la sociologie devaient s'intéresser à l'histoire, au contexte, au processus, aux dynamiques sociales. Et c'est un petit peu dans cette lignée-là que je situe ces enquêtes et cette recherche d'anthropologie des mobilités. Et quand on fait l'anthropologie des mobilités, on s'intéresse donc
au changement, aux dynamiques et à la tentative de comprendre cette historicité des changements. Pourquoi les gens bougent, pourquoi aujourd'hui les gens bougent tellement, on le sait avec toutes les facilités techniques, communicationnelles de la mondialisation, mais pourquoi aussi est-il si difficile aujourd'hui de faire de cette mobilité humaine une part active de la mondialisation, ou une part sans laquelle la mondialisation n'est pas réelle. C'est cela la question que pose ce qui nous est contemporain. Ce qui nous est contemporain, c'est ce qui se passe, à mon sens, non pas forcément tout de suite, non pas forcément hier à Calais, ou le défilé des présidents ou des candidats présidents à Calais, en annonçant la destruction prochaine du camp de Calais, en faisant un cas médiatique. C'est aussi la contemporanéité de tout ce qui se passe depuis sans doute ce moment de la sortie de la guerre froide, depuis les années 90, la sensation qu'on a eue d'ouverture des frontières et l'expérience qu'ont énormément de peuples d'une fermeture des frontières, d'une difficulté à se déplacer. Alors effectivement, on est confronté quand on mène l'enquête auprès des gens qui se déplacent, qu'ils soient migrants, réfugiés, demandeurs d'asile ou je ne sais quoi, on se rend compte que ces mots-là sont très étranges, puisque, et c'était par là que j'aurais pu commencer ma question, d'une certaine façon, lorsque je mène mes enquêtes auprès de gens qui sont en déplacement, je ne leur demande pas leurs papiers, bien évidemment, puisque c'est eux qui m'accueillent chez eux pour que je puisse faire des enquêtes. Je ne leur demande pas de quel statut ils relèvent, mais je me rends compte que des agents des États, des agents des organisations internationales, des agents des organisations humanitaires, la police, des différentes formes de police, leur demandent toutes sortes de papiers, leur demandent toutes sortes de justificatifs pour avoir des droits ou, au contraire, pour être retenus, mis dans des camps. On a vu par exemple entre la Grèce et la Macédoine le camp d'Idoménie dans les pires conditions, géré par des organisations humanitaires à côté des organisations policières, parce que les gens étaient bloqués pendant des jours, des semaines, des mois. Et comme ça, l'Europe a fabriqué tout un tas de camps, de campements, au prétexte que les gens n'avaient pas le statut qui correspondait. Donc une première inquiétude que j'ai, une première tentative de comprendre et d'historiciser ce genre de problème, outre que je pourrais dire que tout cela est absurde, que Calais c'est absurde, que toute cette forme de harcèlement auprès de gens qui circulent pour des raisons diverses, c'est absurde, mais cette absurdité-là, peut-être qu'elle remonte beaucoup plus loin. Et une question que je me pose, et il me semble que le dialogue entre l'anthropologue du contemporain et les historiens pourrait être celle-ci. Aujourd'hui, on est confronté à des tas de catégories qui naissent sans arrêt. Vous savez qu'on dit qu'on a donné sur le 1 200 000 demandeurs d'asile, on ne sait pas très bien à combien on en est, mais on n'en est pas à la moitié de titres qui ont été effectivement délivrés. Donc au moins la moitié de ces 1 200 000 sont encore en attente d'un statut qui leur permette de rester tranquilles quelque part. Et en attendant, sur les disons 400 ou 500 000 personnes qui ont eu quelque chose, qui ont eu un titre, un tiers à peine sont des réfugiés, on va dire, au titre de la Convention de Genève, on pourra en reparler, ces réfugiés statutaires qui leur donnent le droit de rester 5 ans dans le pays où ils sont. Mais un autre tiers est composé de gens qui ne sont pas officiellement réfugiés, mais qui ont un asile subsidiaire qui leur donne droit, selon les pays, à rester tranquille pendant 2 ou 3 ans. Et enfin, le troisième tiers, ce sont des gens qui ont un bout de papier qui est l'asile humanitaire, où on leur reconnaît rien, d'une certaine façon, du point de vue de la Convention de Genève, sinon le fait qu'on a pitié d'eux et on leur donne un sursis pendant 1 an. Et donc, en réalité, on voit que la machinerie bureaucratique, une espèce de bureaucratie de l'inhospitalité, existe aujourd'hui en Europe et j'ai l'impression que ça n'a pas toujours existé. J'ai l'impression que le mot asile lui-même vient de quelque part dans l'histoire.
qu'on a pu avoir dans l'histoire d'autres catégories que celles avec lesquelles aujourd'hui on trie les gens, dans les camions, dans les camps, dans les centres de rétention. Et c'est peut-être d'abord pour ça que j'aimerais bien entendre les historiens parler d'asile et parler des différentes identités ou catégories qu'on peut rencontrer dans l'histoire. Alors l'anthropologue ne demande pas les papiers aux réfugiés, mais questionne les historiens, et en particulier les historiens des périodes anciennes. Naïma Germani, vous avez été interpellé, vous n'allez pas vous dérober, donc comment dans les villes modernes, et en particulier dans les villes du XVIe et XVIIe siècle confrontées aux refuges protestants, comment on gérait cette politique de l'hospitalité ou de la pitié, pour reprendre un mot contemporain de la période que vous étudiez? Alors, il faut dire d'abord que l'asile, le droit d'asile est en pleine mutation justement pendant cette période moderne, entre le XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, parce qu'auparavant, le terme asile, droit d'asile, était un droit médiéval et même antique qui relevait du droit pénal, c'est-à-dire qu'on accueillait, certaines structures ecclésiastiques ou laïques avaient le droit d'accueillir pour un temps un criminel, un voleur, un débiteur impécunieux, avant de le remettre à la justice ou avant de négocier avec la justice. Donc c'était véritablement un droit qui s'appliquait à des gens qui relevaient du droit commun. Enfin. Et à la fin du XVIIIe siècle, en 1793, que lit-on dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen donc de 1793, que l'asile est accordé à tous les bannis, à tous les étrangers bannis, pour la cause, dit-on, de la liberté. Donc la France accueille des persécutés à bras ouverts et leur offre un droit de protection, parce qu'ils sont vulnérables. Et cette transformation entre le Moyen-Âge et la fin de l'époque moderne est tout à fait frappante. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au XVIe siècle, il y a cette grande fracture religieuse, la réforme, qui provoque des conflits extrêmement violents, et ces conflits violents provoquent à leur tour des déplacements de personnes. Alors ça peut être effectivement le refuge huguenot après l'édit de Fontainebleau, la révocation de l'édit de Nantes de 1685, mais bien avant, des Français partent déjà vers l'Allemagne, vers l'Angleterre, vers les Pays-Bas, des Tchèques de Bohême fuient les troupes catholiques au moment de la guerre de 30 ans. On a donc des déplacements massifs de populations, les Vaudois, les Ménonites, qui traversent l'Europe en quête d'un lieu un peu sûr, pour simplement vivre, avoir une vie normale. Et ces transferts de population, ces arrivées incontrôlées placent les populations, les villes notamment, devant des questions inédites. Que va-t-on faire devant ces gens qui arrivent, certains très pauvres, démunis, surtout s'ils sont des coreligionnaires, est-ce qu'on ne va pas les repousser, mais a-t-on les moyens de les accueillir? Faut-il leur donner des droits de rester, droit de travailler? Est-ce qu'on leur accorde un statut juridique? Donc toutes ces questions sont inédites, vraiment inédites, et obligent en fait les autorités à réfléchir à un nouveau statut du droit d'asile. Et donc progressivement, ce droit d'asile médiéval, pénal, recule, tente à disparaître, et on commence, les juristes, comme Grotius par exemple, dans un cadre plus de droit international, commencent à dire qu'il faut accueillir des personnes persécutées. Et c'est à ce moment-là que, peu à peu, avec donc d'un côté une réflexion des juristes, mais de l'autre aussi tout un travail des migrants, des réfugiés, qui adressent des lettres, des suppliques aux princes, aux villes pour demander des droits, avoir des droits, dirait Hannah Arendt. Il y a véritablement tout ce travail qui se met en place à ce moment-là et qui permet un petit peu de comprendre d'où vient ensuite toute cette réflexion sur le statut de réfugié et des droits politiques qu'on peut leur accorder progressivement au XIXe siècle. Je crois que c'est à peu près le cadre. Alors on y reviendra bien entendu. Donc Zofina Arkenovian, on voit bien qu'il y a à la fois la question du rapport entre le droit personnel et le droit collectif, l'individualisation du droit qui est d'une certaine manière léguée à l'époque contemporaine, et l'autre question que Naïma évoquait, qui est celle de la
cause politique. Et dans l'époque que vous étudiez, l'entre-deux-guerres, la question du droit des apatrides, du passeport non-scène, etc., c'est de cela dont il s'agit aussi. Tout à fait, je vous remercie, bonsoir. Pardon. Nous sommes nombreux quand même, donc il faut... Excusez-moi. Oui, alors... effectivement, je vais parler de ces deux points et je voulais évidemment répondre à notre collègue qui s'adressait à nous de manière collective tout à l'heure et également à votre introduction parce que cette Méditerranée ou cette œuvre qui parle de ces navires et de ces bateaux, eh bien voilà, je vais faire de la diachronie et vous dire qu'en 1926, Travén écrit Le vaisseau des morts, que certains connaissent sûrement, qui a été réédité en 2010 à la découverte. Et dans ce vaisseau des morts, c'est l'histoire justement d'un apatride, d'un marin qui a perdu ses papiers et qui erre à travers l'Europe, qui est expulsé d'une frontière à l'autre et qui fait apparaître ce monde des papiers que vous avez rencontré, ou de l'absence de papier, ou d'avoir le mauvais papier au mauvais moment, ou le mauvais nom au mauvais endroit, et qui finit par s'embarquer sur un vieux rafio sur la Méditerranée justement. Vieux rafio où il se retrouve dans la cale avec quelques autres ombres européennes comme lui, des Polonais qui n'ont pas opté dans les délais après les traités de la Première Guerre mondiale, d'autres sans papier, avec d'autres catégories qui n'existent pas juridiquement à ce moment-là. Et finalement, l'histoire se termine... Oui, enfin, je peux le dire, mais bon, en général, on raconte jamais la fin de l'histoire. Mais ce que l'on constate, c'est que finalement, ce bateau va être sabordé pour toucher le prix de l'assurance, tout simplement, dans cette même Méditerranée où tous les jours, on est les témoins. Et je prends le mot de témoin au sens fort. Je pense que l'historien fait partie des témoins de son temps aussi, en dehors du fait qu'il scrute le passé. Et bien de ces morts incessants que l'on voit tous les jours, voilà, et qui, comme vous le disiez, entre la déploraison et la critique, eh bien il faut trouver un autre chemin. Alors effectivement, l'entre-deux-guerres est une période particulière puisque il est l'héritier du 19e siècle sur lequel nous avons sauté, là, hardiment, et de ce qu'on appelle l'ère des masses, c'est-à-dire qu'à partir des années 1880-1900, les mouvements de réfugiés s'accentuent. Évidemment, nous ne sommes pas dans les chiffres que vous indiquez, mais on a des mouvements de population de plus en plus importants. La Première Guerre mondiale, évidemment, a ses propres mouvements de réfugiés de guerre, mais aussi ce qu'on avait appelé les réfugiés de la paix, c'est-à-dire de tous ceux qui ont été déplacés par les traités, par les changements de frontières, par la disparition des empires, et puis par quelque chose qui est la pérennisation du passeport, le passeport international qui est pérennisé par conférence internationale dans les années 20, et qui fait que désormais ces personnes se trouvent en tension entre liberté de circulation, voilà, le monde appartenait. Voilà, on traversait les frontières comme le méridien de Greenwich, disait Stefan Zweig. Et puis des frontières qui se ferment, voilà, avec des contrôles d'identité, voilà, cette façon d'attester de soi et de son identité par le papier, évidemment. Une tension entre l'étranger et le national, tension accrue avec la nationalisation des sociétés européennes et la modernisation des appareils administratifs. Et puis tension entre le migrant et le marché du travail, la fameuse question du travail sans laquelle on ne comprend pas la question des réfugiés parce qu'elle s'y adosse. Tantôt on est un bon réfugié, tantôt on est un faux réfugié, c'est-à-dire un migrant déguisé en réfugié, ce qui est la pire chose qui puisse arriver. Et donc se met en place ces catégories, notamment du fait que de nouveaux groupes de personnes apparaissent non seulement réfugiés de fait, exilés, mais également sans papier, c'est-à-dire que leur état d'origine ne leur reconnaît plus leur nationalité, c'est ce qu'on va appeler les apatrides, les heimatlos du 19e. Les Français vont franciser le mot heimatlos parce qu'en 1918, utiliser un mot allemand, c'est pas bon. Alors il vaut mieux trouver la version française de heimatlos, ça devient apatride. Et ces apatrides, eh bien, on va les doter d'instruments légaux, internationaux, le fameux passeport dit Nansen, qui n'est pas un passeport, comme son nom l'indique, c'est un certificat d'identité de voyage, donc ça donne de bien moindres droits qu'un passeport, mais qui va créer ces fameuses catégories. Et par rapport à ces questions que vous posiez tout à l'heure en disant, voilà, à chaque personne, je vais lui demander quel type de situation il est, quel type de papier il peut prétendre, eh bien, ces premiers documents d'identité de voyage sont collectifs. Il ne s'agit pas de chercher dans le réfugié son histoire, son stigmate, son malheur propre, c'est-à-dire cette approche humanitaire qui consisterait à dire, voilà, il a souffert, il a la preuve sur son corps qu'il a souffert, ou par son récit, si ce récit est crédible, évidemment, mais de considérer que des groupes entiers qui ont perdu leur nationalité, c'est-à-dire leur droit d'avoir des droits, pour reprendre la formule qui a été citée, eh bien, méritent, voilà, d'être protégés
légalement du moins, ce qui ne signifie pas que l'accueil, dans son sens plus global, va être généreux, il sera clivé, ambivalent, comme toujours dans l'accueil. Voilà ce que je pouvais dire à ces questions. Alors il y a évidemment une histoire clivée et ambivalente par excellence d'un accueil qui se fait et qui ne se fait pas, ou qui se fait d'une manière qui rend compte effectivement des conditions politiques de l'accueil et de la cause politique que ces réfugiés collectivement justement transportent avec eux. C'est l'affaire des réfugiés espagnols, et notamment des réfugiés espagnols en France. Alors, Geneviève Dreyfus-Hermont, vous l'avez étudié depuis longtemps et passionnément, je dirais. Quelle histoire et quelle histoire pour aujourd'hui? Parce que c'est une histoire qui est beaucoup convoquée aujourd'hui pour dire ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Merci, bonsoir. Effectivement, on convoque beaucoup cette histoire parce qu'il y a des parallèles intéressants, et je voudrais insister sur l'importance des politiques menées par les gouvernements à l'époque, et en mettant en parallèle l'accueil qui a été réservé aux réfugiés espagnols pendant la période de la guerre d'Espagne, entre l'été 1936 et le printemps 1938, et celui qui leur sera réservé au début de 1939. Alors, la guerre d'Espagne a éclaté il y a 80 ans, et elle mettait aux prises des généraux qui se sont soulevés contre une république légalement élue, et ils ont été très rapidement soutenus par l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. Et au fur et à mesure qu'ils conquéraient des régions espagnoles, il y a eu des vagues migratoires répétées. Il y en a eu 3 pendant la période de la guerre d'Espagne. En 1936, lorsque les franquistes prennent la région de Saint-Sébastien et d'Irún, le Guipuscoa, il y a une vague de réfugiés qui s'en va, qui cherchent refuge, et essentiellement vers la France. En 1937, lorsque les franquistes conquièrent toute la zone de la côte atlantique, autre vague de réfugiés, encore vers la France, et une 3e vague de réfugiés en 1938, au moment de l'occupation du Haut-Aragon par les troupes nationalistes. Cela représente combien de personnes? Pas des dizaines de milliers, cela représente entre 150 000 et 170 000 personnes. Eh bien, pendant cette période, qui est la période du gouvernement de Front Populaire, pendant cette période, il y a une volonté, effectivement, d'accueillir de façon humaine et solidaire ces réfugiés. Dès le début de la guerre, le gouvernement édicte des prescriptions au préfet. Il demande au préfet de recenser les locaux disponibles pouvant recevoir des réfugiés, et il édicte en mai 1937, une instruction pour l'hébergement des réfugiés espagnols. Et par ailleurs, il y a une très forte mobilisation de la société civile la France est à ce moment-là extrêmement divisée entre ceux qui soutiennent les républicains et ceux qui soutiennent les franquistes, mais il y a une frange importante qui souhaite que les réfugiés soient accueillis dignement et qui se mobilise, les syndicats, les associations, les municipalités proches du Front populaire. Et il y a donc une volonté d'accueillir dignement ces réfugiés. 45 départements sont des départements destinataires de réfugiés, en distinguant les départements de première urgence et les départements de seconde urgence, loin de la frontière espagnole, loin des frontières avec l'Allemagne, région parisienne exceptée. Mais il y a une véritable volonté, effectivement, d'accueillir. Que se passe-t-il à partir d'avril 1938 ? Le Front populaire n'est plus. Et le gouvernement Daladier qui vient au pouvoir veut rompre avec la politique trop laxiste à ses yeux qui était menée par le Front populaire jusque-là, et il prend une série de mesures pour surveiller, contrôler, réprimer les étrangers. Au début mai 1938, un décret prévoit l'assignation à résidence des étrangers indésirables. Le terme indésirable figure dans le préambule du texte, du décret. Donc,
les étrangers indésirables sont assignés à résidence. Et cette mesure est jugée trop faible pour ce contrôle jugé nécessaire. Et le 12 novembre 1938, le gouvernement prend un décret pour qu'il y ait un internement des réfugiés indésirables dans des centres spéciaux où ils feront l'objet d'une surveillance permanente. Et ce décret va être appliqué pour la première fois à une grande échelle à la 4e vague de réfugiés espagnols qui va se produire au début de 1939, à la fin de janvier et au début février 1939, lorsque la Catalogne est prise par les franquistes. Et là, il s'agit de quasiment 500 000 personnes qui se pressent au poste frontière. Et là, la réponse, effectivement, des pouvoirs publics va être, pour les hommes d'âge militaire, l'internement dans ces camps, qui sont appelés alors, dans les textes officiels, camps de concentration, mais au sens où on souhaite concentrer ces indésirables dans la lignée des camps de la Première Guerre mondiale. Mais le ministre de l'Intérieur de l'époque, Albert Sarraut, se veut rassurant. Ce ne sont pas des prisons, ce sont des camps de concentration. Ils sont quelques 275 000 hommes, et parfois des femmes au début, internés dans des camps sur les plages du Roussillon, Argelès, Saint-Cyprien, le Barcarès, et ensuite les camps sont surpeuplés, donc il faut en faire dans d'autres départements, à Bram dans l'Aude, à Agde dans l'Hérault, au Vernet dans l'Ariège, à Settefond dans le Tarn-et-Garonne ou à Gurs dans les Pyrénées Atlantiques. Voilà, donc les mesures appliquées par les pouvoirs publics ont été finalement déjà décidées en novembre 1938. Il faut savoir qu'il s'agit là du premier et plus important exode de population en direction de la France depuis le début du XXe siècle. Et c'est à partir de cette date, à partir de février 1939, que va commencer l'histoire des camps d'internement français, qui va connaître d'autres développements sous Vichy. Au fond, si je vous comprends bien, la question est de poser au nom de quoi devrait-on accueillir des réfugiés? Au nom d'une cause identitaire, au fond, qu'elle soit religieuse dans le cas des protestants, qu'elle soit nationale dans le cas évidemment de l'entre-deux-guerres, qu'elle soit politique, qu'on l'accepte ou non dans le cas des réfugiés espagnols. Elle est encore politique pour les 130 000 réfugiés chiliens, par exemple, en 73 en France, puis à nouveau peut-être pour les boat people. Elle l'est encore d'une certaine manière après 1989. Et notre difficulté, c'est de considérer, enfin de voir comment on ne considère pas, au fond aujourd'hui, le problème des réfugiés comme une cause politique, au mieux humanitaire, au pire sécuritaire, mais pas politique. Donc, Michel Lagier, au nom de quoi? De quel droit? Donc, rappelez-nous peut-être la Convention de Genève, Dublin 1, 2, 3, et de quel droit, du point de vue de l'anthropologie politique, accueillir aujourd'hui les réfugiés? Alors, en effet, ce qui est intéressant, je pense aussi sur le plan historique, là, de ce qu'on voit, c'est que effectivement, on a cette tension entre un traitement individualisé ou un traitement collectif. Alors, ce qui nous complique encore d'une certaine façon, c'est un peu l'histoire des droits de l'homme et l'histoire du droit d'asile contemporain. C'est-à-dire qu'à la sortie de la Deuxième Guerre, on a la Déclaration des droits de l'homme de 1948 qui inclut le droit d'asile, et 3 ans plus tard, donc c'est ça qui est tiré de cette déclaration des droits de l'homme, on décrit le droit d'asile et le statut de réfugié avec la Convention de Genève de 1951 et la même année la création du HCR, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alors ce qui est intéressant, c'est que le premier article de la Convention de Genève est un article qui individualise la question, puisque c'est a le droit de demander l'asile toute personne qui
pour des raisons sociales, religieuses, politiques et autres, est persécuté ou craint d'être persécuté et quitte son pays pour cette raison, de mémoire. Et donc on voit bien qu'on est dans quelque chose qui est très large, d'une part, et très individualisé. Le problème, si je fais un saut dans le contemporain, le problème pour aujourd'hui, c'est pour tous les individus de réussir à prouver individuellement qu'ils sont persécutés ou qu'ils ont de bonnes raisons de craindre d'être persécutés. Et c'est cette espèce d'enfer bureaucratique auquel se confronte tout migrant demandeur d'asile qui se rend compte qu'en fait, la meilleure manière, au bout du compte, la meilleure manière d'obtenir le droit d'asile est de produire un récit qui correspondra à l'attente de l'agent de l'OFPRA ou du HCR qu'il a en face de lui et qui décrétera que soit sa demande est manifestement infondée ou au contraire que la demande est fondée. Mais en réalité, les grands moments... Alors, vous y avez fait allusion, mais les grands moments, et peut-être jusqu'aujourd'hui, d'attribution de l'asile correspondent effectivement à des situations géopolitiques, éventuellement à des accords, enfin à des politiques diplomatiques qui font que dans les années 50, je pense qu'on n'a pas demandé à chaque Hongrois, Tchèque, puis peut-être on n'a pas demandé à chaque Chilien, Argentin, Brésilien en exil, parce que justement la géopolitique faisait que dans les trois cas latino-américains, je pense qu'il y avait aussi des mouvements de solidarité qui étaient importants, mais qui là aussi relevaient d'une cause collective, politique, qui dépassait chaque cas individuel. Le cas des 160 000 Vietnamiens qui ont été accueillis en France en 3 ans, sans que cela crée de drames particuliers, aussi relevé d'un traitement qui n'était pas casuistique, on n'était pas dans l'individualisation, et aujourd'hui tout le monde reconnaît dans le traitement de l'asile en Europe en général qu'il suffit d'être syrien pour avoir à peu près quelque chose, peut-être encore dans ces 3 catégories que j'évoquais tout à l'heure. La chose est bien plus difficile déjà quand on est érythréen, mais c'est encore possible. La chose devient encore plus difficile quand on est soudanais du Sud, et ça devient vraiment difficile quand on est nigérian. Or, si on regarde ce qui se passe au nord Nigeria, les phénomènes de violence atroces, de persécution, de viol, de toutes sortes de violences terribles existent bien. Mais dans ce cas-là, eh bien, il faut prouver qu'on a été maltraité ou on a risqué d'être maltraité. Donc on balance entre effectivement cet asile qui, de fait, lorsqu'il marche, on va dire, marche à l'encontre de la Convention de Genève, et pourtant nous n'avons que la Convention de Genève, donc comme beaucoup de monde, je dis surtout ne la touchons pas, mais c'est vrai que lorsque l'asile fonctionne, c'est finalement en dépit de la Convention de Genève. Il faut prouver, il faut raconter, il faut montrer même sur son corps parfois les stigmates de la persécution. Là, il y a une histoire longue. Naïma, de cette nécessité de produire un récit de vie qui justement implique va déclencher l'asile, déjà à l'époque moderne. Oui, absolument. La défiance des autorités existe aussi dans cette tension. Effectivement, il faudrait, au nom d'une cause collective, défendre la vraie foi, accueillir tous les protestants, mais sont-ils vraiment de bons protestants ? C'est vraiment la question. Donc, on fait passer aux Français, par exemple, qui arrivent à Genève, des tests catéchétiques. Sont-ils, voilà, est-ce qu'ils sont pas, on ne veut pas, on a peur d'avoir des crypto-papistes, et donc on leur fait passer un test religieux pour vérifier que ce sont de bons réfugiés.
Il y a également des récits qui sont produits par les réfugiés eux-mêmes pour tenter d'obtenir quelque chose, pour tenter d'obtenir le droit d'habiter ou de travailler, très souvent de travailler, ou le droit de mendicité, hein, parce qu'il faut être autorisé à mendier, sinon on est arrêté. Et là, ce sont dans des lettres adressées aux autorités que l'on trouve des récits où chacun fait appel à des catégories tout à fait stéréotypées, dirons-nous, mais je crois que c'est la même chose. Hein. Aujourd'hui, les associations aident les migrants à produire un discours qui est attendu, quels sont voilà, les lieux communs de la souffrance personnelle qui sont attendus dans le discours du bon réfugié, en l'occurrence protestants ou catholiques dans certaines régions, et qui sont souvent aidés soit par des pasteurs qui leur fournissent tout un appareil. Il y a une littérature qu'on appelle la littérature consolatoire qui fournit un appareil de lieux communs, d'idées qu'il faut placer dans les lettres pour espérer provoquer cette commisération, cette pitié, puisqu'on est dans l'installation d'une politique de la pitié, une politique qui est un peu avant la politique humanitaire, où l'action politique est motivée par une émotion provoquée en face par le migrant. Avec cette angoisse de la contamination et voire de l'infiltration. C'est-à-dire qu'il y a des papistes infiltrés chez les réfugiés protestants. Il y a une volonté de préserver la pureté, effectivement, du corps politique, de la communauté religieuse, qui est Genève, qui est d'une parfaite uniformité religieuse. Et ça, on retrouve cette uniformité religieuse quasiment partout en Allemagne. À quelques exceptions près, on a quelques principautés plus ouvertes. Mais il s'agit il y a une angoisse, surtout après la guerre de 30 ans, qui est le grand moment d'établissement des frontières confessionnelles. Une angoisse de voir cette uniformité religieuse voler en éclats si on accueille des hétérodoxes. Alors on pourrait effectivement s'interroger sur une histoire longue d'un écart d'hospitalité entre l'Allemagne et la France, mais évidemment c'est quand même plutôt sur une histoire plus contemporaine, plus immédiatement contemporaine que ces écarts ou ces différences s'expriment, avec une politisation de la pitié. Comment qualifier cette... Dans le micro, hein, dans le micro. Ça fait 2 fois, la troisième, je suis punie, je suis sûre. Alors, non, le mot pitié, je ne l'ai jamais vu dans les sources. Ouais. Voilà, je ne l'ai jamais vu. Alors, chez les acteurs religieux, évidemment, qui officient auprès des réfugiés, dans les associations d'assistantes, mais ce n'est pas le mot, c'est le mot témoignage qui l'emporte, notamment dans les mouvements œcuméniques, le fait de pouvoir témoigner de la souffrance de l'autre et de pouvoir agir par solidarité envers lui. Ce seront ces mots-là que l'on trouvera. Mais dans le langage administratif, on ne le voit pas. C'est la question de l'ordre public qui est évidemment en jeu, qui fait partie de ces régulations légales qui vont toucher la manière d'approcher le réfugié. Mais pour revenir à 1951 et l'individualisation ou non de la question des réfugiés, pendant longtemps on a dit que c'était un document qui individualisait le droit des réfugiés. Aujourd'hui, les historiens sont plus réservés, en tous les cas, sur cette question-là, puisqu'on a bien vu que des groupes entiers avaient été accueillis à des moments donnés, avec des mouvements de solidarité et une action publique, politique, voilà, très nette, vous l'aviez souligné. Ce qui est le changement dans cette convention de 51, c'est que l'éligibilité au statut est désormais du ressort de la politique nationale. Ce n'est pas l'organisation internationale X qui va faire que tous les gens appartenant à tel groupe ou à telle nationalité ou ayant eu telle nationalité vont être éligibles. L'éligibilité passe par des organes administratifs nationaux, d'où la création de l'OFPRA en France en 1952. Donc cette question du transfert de l'éligibilité va faire que désormais, et l'OFPRA, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est rattaché au ministère des Affaires étrangères au départ, puisqu'on traite des étrangers, des groupes d'étrangers dont on va décider de l'asile. Et donc, ce n'est pas une question de politique intérieure, bien que ces autres ministères interviennent. Et l'OFPRA, d'ailleurs, excusez-moi, c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui quand on voit le faible taux de 30%, hein, c'est ça, environ, de demandes accordées. Est-ce que l'OFPRA protège les réfugiés ou protège les États des réfugiés ? En l'occurrence, l'État d'origine, vous voulez dire. On protège l'État français de l'afflux des réfugiés. Quel est son rôle ? Son rôle est d'appliquer les textes légaux internationaux dont il est signataire, dont la France est signataire, et de les appliquer avec le plus de justice possible en instruisant des dossiers
Voilà, et c'est là où les choses ont changé par rapport à l'OFPRA, à sa création en 1952, à l'OFPRA aujourd'hui. C'est que l'OFPRA de 1952, il héritait des comités nationaux de réfugiés de l'entre-deux-guerres, où c'était les réfugiés eux-mêmes qui traitaient les dossiers de leurs co-religionnaires ou co-nationaux. Et donc, il y avait le comité russe, le comité arménien, le comité espagnol, le comité allemand, et l'OFPRA en 1952, ce sont les anciens des comités, donc finalement, c'est des réfugiés qui s'occupent des réfugiés. Aujourd'hui, la chose a totalement changé. Il y a vraiment eu une évolution totale de l'institution et donc de la manière de traiter. On trouvait normal qu'un réfugié traite le dossier d'un autre réfugié parce qu'on disait qu'il connaissait d'abord la coutume du pays d'origine, qu'il connaissait les lois du pays d'origine, qu'il connaissait l'histoire, évidemment, et les raisons pour lesquelles le réfugié avait pu fuir et se retrouver dans l'exil. Et donc, il était le mieux placé, finalement, pour pouvoir attester de sa situation. Aujourd'hui, je termine, excusez-moi, aujourd'hui, c'est le contraire. On se dit que pour être objectif, il ne faut pas avoir de lien personnel, identitaire ou linguistique, même avec le réfugié dont on traite le dossier, pour garantir une forme d'objectivité. Et cette révolution, vraiment, ce basculement, je pense, doit être intégré dans l'analyse qu'on fait de la situation aujourd'hui, de la question du politique. Oui, je crois qu'il y a un soupçon généralisé a priori, et donc, effectivement, un empêchement que se constituent ces communautés là qui serait effectivement une reconnaissance politique au sens large de Syriens, d'Érythréens, de Soudanais, de Nigérians, d'Afghans, etc., etc. Pour effectivement, c'est là où l'individualisation extrême et à laquelle fait écho aussi une certaine cause pour les gens même qui veulent se mobiliser. Ils se mobilisent pour des personnes qui souffrent, ils se mobilisent pour des individus qui ont chacun sa singularité, ce qui est vrai aussi. Mais à vouloir trop se mobiliser pour la singularité de chacune des personnes qui est là, on en oublie aussi que ces personnes-là ont une histoire collective, ou en tout cas qui peut être l'objet d'un récit collectif. Quant à l'OFPRA, on voit bien les évolutions, parce qu'on évoquait 30% actuellement, il y a une quinzaine d'années, on était à 12% de satisfaction. Donc les rapports de force politique font que, et je pense qu'on est quand même dans un rapport de force politique où il y a de la protestation face à ces politiques nationales qui veulent se protéger des réfugiés et non pas protéger les réfugiés. Il y a débat, il y a forcément débat, il y a protestation, etc. On le voit bien aujourd'hui, il y a eu certaines manifestations de rejet, mais en même temps des manifestations qui, au contraire, demandaient davantage de soutien, de solidarité avec les migrants et les réfugiés. Donc l'évolution du taux d'acceptation des demandes est très fonction des évolutions politiques aussi dans les différents pays. Et, pendant rapport de force et de mobilisation collective, en fait. Et de mobilisation citoyenne dans les pays. C'est pour ça que la question de la cause des migrants est une question qui est centrale. C'est pas seulement les destins individuels, les questions humanitaires. C'est pas seulement, par exemple, ça a été évoqué, comme on l'entend souvent. Je les défends parce que j'ai moi-même dans ma vie, ou dans la vie de chez mes grands-parents, c'est le cas d'Anne Hidalgo par exemple, mon grand-père était réfugié espagnol et c'est pour ça que je fais quelque chose, mais Manuel Valls l'a dit aussi, je descends d'une famille de migrants espagnols, ce qui ne l'a pas empêché après de dire... mais je n'ai choisi qu'une seule nationalité. Moi, je suis un bon Français et j'ai abandonné ma nationalité espagnole. Donc, il y a plein de pièges dans cet usage de l'identification qu'on peut avoir. C'est pour ça que je crois qu'il faut arriver à énoncer le propos politique qui fait que on reconnaît la politique d'une condition migrante aujourd'hui qui est plus générale, qui dépasse les cas individuels. Et voilà.
Alors pour reprendre effectivement l'exemple des Espagnols, dans les années 30, les Espagnols sont restés sans statut. Pendant la guerre d'Espagne, la plupart sont rentrés, soit du côté nationaliste, soit du côté républicain, et il en restait à peu près 40 000 à la fin 38, et sur le demi-million arrivé début 39, la préoccupation principale du gouvernement était de les faire repartir, malgré les risques encourus, et un certain nombre sont repartis. Et ils sont restés sans statut de 1939 jusqu'en 1945. En mars 1945, et là aussi le politique est très important, ce sont les gouvernements issus de la résistance qui accordent le 15 mars 1945 le statut de réfugié politique aux républicains espagnols et créant l'office central des républicains espagnols, qui va être un des offices nationaux constitutifs de l'OFPRA. Et les réfugiés espagnols seront les réfugiés politiques les plus nombreux dans la France des années 50. Et là aussi, lorsque, entre 1945 et 1949, ces premiers réfugiés des années 30 sont rejoints par des clandestins espagnols, soit des déserteurs de l'armée, soit des prisonniers qui ont pu s'évader, soit des familles de réfugiés déjà en France. Il y en a à peu près 10 000 par an jusqu'en 1949. Eh bien, le statut de réfugié leur est libéralement accordé. Et c'est vrai que parmi eux, il se glissent aussi des migrants économiques, même si tous les historiens s'accordent à dire qu'il est difficile parfois de séparer le politique de l'économique, mais le statut de réfugié politique, dans cette période, leur est accordé très, très généreusement. Par rapport à ce qui venait d'être dit, effectivement, je pense que par rapport à la question de la catégorie et par rapport à la question de l'accueil, pourquoi l'accueil s'est-il fait? Pourquoi est-ce que cette demande d'asile résonne ou ne résonne pas? Et aujourd'hui, on peut se poser cette question aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui en Europe et en France également. Et oui. Bon. Non, la question, je me pose, si elle ne peut pas se poser en termes de catégorie, puisqu'on voit que la catégorie ne nous permet pas non plus de réfléchir. Il y a beaucoup de réfugiés russes des années 20 et 30 qui n'ont pas voulu du passeport Nansen. Ils ne voulaient pas être des réfugiés. D'abord, ils pensaient bien rentrer chez eux, d'accord, puisque voilà, et ensuite, ils ne voulaient pas s'engager dans cette voie. Le réfugié n'était pas une catégorie valorisante. Voilà, ou valorisable en tous les cas. Donc c'est beaucoup plus ambigu que ça. Le réfugié lui-même peut ne pas vouloir. C'est l'exemple des Portugais. C'est l'exemple des Portugais. Les exilés portugais qui souvent ont préféré se fondre dans la masse des travailleurs venus du Portugal plutôt que de demander le statut de réfugié politique qui les aurait identifiés par rapport à la police politique portugaise. Oui, c'est ce que Victor Pereira a montré dans ses travaux. Oui. Et ce que l'on voit là, c'est qu'en fait, on peut peut-être se demander plutôt s'il y a une circularité de la reconnaissance. Cette circularité, c'est ce qu'il y aurait entre celui qui vient demander l'asile et la société qui le reçoit et qui ne le reçoit pas. Pour les Chiliens ou l'Amérique latine des années 70, eh bien, l'asile et les droits de l'homme sont la même chose. Il y a une espèce d'une évidence que le droit de l'asile, de faire asile à ces combattants, parce que c'est des combattants, et qu'ils puissent non pas être dans le cercle de l'exil de Pablo Neruda, cette espèce de désespoir et de vide dans lequel ils pourraient être, mais pouvoir vraiment exister, c'est-à-dire poursuivre leur lutte. Et le fait que l'asile ait la notion de droit de l'homme, qui est la notion qui donne sens au mot de justice internationale à l'époque, c'est le mot sur lequel elle s'exprime, eh bien, ça fait qu'il y a une circularité de la reconnaissance entre celui qui arrive et celui qui reçoit. Voilà, c'est peut-être cette circularité aujourd'hui qui est en cause et qui peut être discutée aujourd'hui. Oui, en fait, cette circularité, elle est fondamentale aussi à l'époque moderne, puisque ce sont en grande partie les réfugiés protestants dans la majorité, mais aussi vaudois, ménonites, enfin toutes les sectes possibles, qui se construisent une figure littéraire, notamment théologique, du réfugié. Et être réfugié, avoir un refuge, c'est une métaphore où c'est une première étape dans l'attente du royaume de Dieu qui est l'ultime refuge. Et ça qui est tout à fait fascinant, c'est que ce glissement politique, il apparaît en fait grâce à ces écrits des migrants religieux, des exilés religieux, et aussi grâce à cette littérature théologique, cette
cette littérature produite par les pasteurs, qui disent l'asile, le vrai asile, c'est l'asile de Dieu. Et donc toutes leurs tribulations, toutes leurs souffrances, etc., prennent sens grâce à cela. Et ils sont en demande effectivement d'une reconnaissance de ce statut, et les autorités qui les accueillent les catégorisent comme ça, les acceptent comme ça, puisque c'est aussi, en retour, elles reçoivent elles aussi une sorte de prestige, de revalorisation morale, hein, puisqu'elles agissent en bon samaritain, etc. Donc il y a une sorte aussi de double jeu de miroir dans cette construction à double sens du statut de réfugié. Alors le refuge est une valeur morale, mais le réfugié, lui, doit vivre quelque part. Et ce quelque part a une inscription urbaine. Et je pense effectivement, en vous entendant, que notre projet ce soir, qui consiste à politiser cette question en l'historicisant, elle débouche aussi sur cette réalité tangible, problématique aujourd'hui pour nos sociétés, mais qui l'ont été aussi dans d'autres, et c'est de cela dont on doit parler, du camp, c'est-à-dire de l'encampement comme paradigme de la modernité aujourd'hui et comme forme urbaine et d'urbanité, pas seulement comme habitat dégradé, mais comme scène politique. Voilà. C'est-à-dire considérer, comme une association comme le Pérou, par exemple, le fait, considérer de quel échange politique, de quelle négociation, de quelle énergie sociale un camp est le lieu, est la scène. Qui veut... Peut-être pour poser des questions aux oui, historiens peut-être encore partir de Calais, peut-être partir de Calais, de cette oui, scène politique ou d'une manière générale d'ailleurs, les camps dans le monde, les camps de réfugiés, les camps de déplacés sont toujours le résultat d'une alternative qui a un contenu sociologique et politique toujours très évident, c'est-à-dire soit des solutions sont trouvées par des formes de solidarité, de réseau, de sociabilité qui peuvent être soutenues par les États ou non. Et dans ce cas, les gens qui sont en déplacement vont s'intégrer dans les familles, dans les quartiers. Pourquoi pas, comme ça se passe au Liban actuellement, pour les réfugiés syriens, dont on sait que le gouvernement libanais a imposé au HCR qu'il n'y ait pas de construction de nouveaux camps, puisqu'il y a... Il faut dire les chiffres, il y a 1 million de réfugiés syriens. Il y a 1 200 000 réfugiés syriens. Ce qui fait le quart de la population libanaise. Voilà, c'est ça, 4,5 millions d'habitants. Et là, ce qu'on a vu émerger, c'est quelque chose qui maintenant commence à devenir un cas d'école, pratiquement, c'est-à-dire que, d'une part, il y a eu ce qu'on trouve aussi dans beaucoup d'endroits, des formes de campement qui ne sont pas exactement l'encampement au centre d'une politique publique ou d'une politique d'une organisation internationale qui va mettre des gens dans des camps. Ce sont les gens eux-mêmes qui, à un moment donné, n'ont pas d'autre solution d'urgence que de se regrouper. C'est ce qu'on voit dans la vallée de la Bekaa, qui est le plus proche de la frontière syrienne. Et puis après, dans une ville comme Beyrouth, par exemple, ou en s'approchant du littoral, on voit que les solutions sont celles de gens qui vont demander l'asile dans des familles, qui leur donnent un bout de terrain, qui leur donnent une pièce et qui leur demandent une contrepartie financière, un loyer. Alors certains ont crié aux marchands de sommeil, etc., alors que ce pouvait très bien être une solution pour le HCR, et je crois qu'on commence à y réfléchir, pour trouver l'alternative au camp, c'est-à-dire effectivement, et ça peut se généraliser, et j'ai déjà soutenu plusieurs fois que c'était aussi cela l'alternative au camp de Calais par exemple, ou d'ailleurs, l'alternative au camp c'est l'hospitalité soutenue par l'État, par les pouvoirs publics, et là en l'occurrence, le HCR au Liban peut très bien apporter le soutien en payant le loyer, en gros, des familles réfugiées qui arrivent. Alors Calais, c'est le contrepoint de tout ça, c'est quelque chose qui est tellement absurde qu'on se demande comment on fait pour faire exister quelque chose comme le camp de Calais, puisque c'est d'abord cet accord de 2004 selon lequel la France
bloque le passage pour la Grande-Bretagne. C'est un peu le garde-frontière de la Grande-Bretagne, et donc crée ce goulot d'étranglement qui fait que... on se demande d'ailleurs pourquoi il n'y a que 10 000 personnes maintenant. Il pourrait y en avoir bien plus, puisque c'est depuis des années que c'est comme ça. Et donc les gens sont dans l'errance. À un moment donné, ils ont été mis dans un camp, il y a 1 an et demi, avril 2015, ils ont été mis dans un camp de regroupement à l'extérieur de la ville, par décision de la préfecture, c'est-à-dire de l'État, et de la maire de Calais. Et puis... perdant la main pour des raisons aussi de solidarité, de toute une solidarité qui s'est développée en Europe avec les personnes qui étaient installées à Calais, quelque chose s'est transformé et une autre forme d'hospitalité a pu émerger qui est peut-être entre ces deux hospitalités-là, publiques ou privées, c'est celle que les gens eux-mêmes vont se faire avec la solidarité, l'accompagnement des habitants, et là, très politique, dans le cas de Calais, on l'a très bien vu toute cette année passée, un lieu dans lequel ils vont réussir à être bien, à mieux vivre, éventuellement à y trouver un peu d'un confort relatif, et d'habiter le lieu. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que l'État, et puis maintenant avec les campagnes électorales, etc., les manifestations d'autorité vont arriver, on va dire on va détruire tout ça. Mais il y a pourtant il y a des alternatives. Il y a une autre politique municipale possible, pas très loin de Calais notamment, que vous avez étudiée. Voilà, à Grande-Synthe, une petite ville dont on parle beaucoup moins, parce que justement, il n'y a pas de problème scandaleux, il n'y a pas de manifestation de xénophobie de la part des habitants, pourtant ce sont les mêmes habitants. Et là, le maire, la mairie, la municipalité a décidé simplement de dire sur le territoire de ma commune, personne ne doit mourir de faim ou de froid. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, il a été décidé, après beaucoup de demandes adressées à l'État restées sans réponse, il a été décidé par le maire lui-même de demander à une ONG bien connue, Médecins sans frontières, d'installer quelque chose qu'on a appelé un camp humanitaire. Je pense qu'on se paye de mots avec tout ça, il faut faire attention aux termes qu'on utilise. Un lieu sain, propre, avec des cabanes en bois, que les gens ont pu aménager aussi un peu comme ils l'entendent. Tout ça avec l'opposition de l'État qui a essayé d'empêcher cette construction, qui a même essayé le jour même où le transfert pouvait se faire, d'amener la police pour l'interdire parce que les cabanes n'étaient pas absolument parfaitement... l'écart de 3 mètres entre chaque cabane n'était pas respecté et donc on ne pouvait pas utiliser pour des raisons de sécurité, etc. Et donc finalement l'installation s'est faite avec une pression forte de la mairie, des associations, etc. Les gens ont pu s'installer dans des conditions respectables. Et quelques mois plus tard, les représentants du gouvernement sont arrivés en disant « Nous avons créé ce camp et nous allons le gérer ». Alors donc voilà. La polémique continue, mais ça me fait revenir à la question d'une éventuelle autonomie politique des villes par rapport aux États pour faire quelque chose. Et là, on rejoint effectivement un thème que les médiévistes et les modernistes connaissent bien, c'est ville et hospitalité. Oui, l'hospitalité, c'est ce qui motive, c'est ce qui organise tout cet accueil des réfugiés à l'époque moderne. Et c'est une hospitalité municipale, effectivement. Les municipalités protestantes ont sécularisé, il n'y a plus d'institutions religieuses, puisqu'ils se sont emparés... donc des monastères, etc., qui organisaient cette hospitalité. Et donc, c'est la municipalité qui organise cet accueil en demandant, par exemple, aux aubergistes, à certains aubergistes, d'accueillir les nouveaux venus, de les inscrire sur des registres. Donc, les aubergistes qui ont un rôle à la fois administratif et leur rôle d'hôtellerie classique. Et cette organisation, elle est extrêmement intéressante et efficace, puisque quand les mairies, les villes n'arrivent plus, ne peuvent plus financièrement, parce que, par exemple, en Suisse, la Suisse est à l'époque, c'est difficile à croire, mais impécunieuse, elle envoie les réfugiés français, par exemple, en Allemagne. Et elle leur donne pour cela de l'argent, c'est-à-dire que les municipalités s'organisent, créent des caisses communes, des caisses de solidarité, de fonds de solidarité pour les exilés. Et chaque exilé reçoit avec une petite carte, une carte géographique, pour leur dire où ils peuvent aller, à Francfort par exemple,
pour continuer leur voyage. Donc il y a vraiment une prise en charge à deux niveaux, soit d'accueil immédiat, soit d'aide pour continuer un voyage au niveau effectivement des municipalités de l'Ancien Régime. Un mot peut-être sur cette histoire urbaine ou municipale de... On a toutes sortes de choses. On a à la fois eh bien, le lot des réfugiés qui est le lot de tous les étrangers qui arrivent dans les banlieues ouvrières et qui se débrouillent un peu par les réseaux familiaux, interpersonnels, de connaissances, de quartiers. Certains se regroupent par ville d'origine ou par région d'origine, c'est comme ça qu'on se regroupe. Et puis il y a des camps, comme le camp Odo à Marseille dans les années 20, effectivement. Donc ces logiques sont parallèles ou se conjuguent. Mais c'est surtout la crise des années 30 qui va poser le problème de ces réfugiés. Non qu'ils soient si nombreux, puisqu'ils sont plus nombreux dans les années 20 que dans les années 30. Quand on regarde l'afflux des Allemands et Autrichiens, il y a eu toutes les années 20 avant. Mais c'est surtout que le marché du travail a changé et que ce sont les conditions externes de l'asile qui ont changé et qui font que désormais les indésirables vont être mal reçus. Et là, la question se pose. James MacDonald est le haut-commissaire pour le Haut-Commissariat des réfugiés d'Allemagne, qui n'est pas intégré à la Société des Nations en 1933 parce qu'on fâcherait l'Allemagne. L'Allemagne est encore membre de la Société des Nations. Et donc on crée un haut-commissariat qui a extrêmement peu de moyens, qui est à Londres, qui est dénué de légitimité symbolique. Et on lui donne comme tâche de résoudre le problème de ces réfugiés d'Allemagne. En 1935, il démissionne, parce qu'il n'a pas réussi à travailler. Il veut le faire savoir de manière publique, au niveau international. Et puis son successeur, Sir Malcolm, dit, et a le projet, il faudrait les mettre quelque part, ces apatrides. Eh bien, il se dit que peut-être il faut trouver une île pour les apatrides. Et c'est le projet de Bornéo, de mettre tous les apatrides du monde au même endroit. Voilà. Alors, c'est pas un camp, c'est une île. Voilà, c'est une île au milieu de nulle part. Et donc, c'est cette idée que ces hommes à part doivent vivre à part. Et donc, ils sont même plus à la périphérie de la ville, ils sont même plus dans une clôture d'un camp. Ce qu'on appelle la solution pacifique en Australie, c'est mettre les gens dans des îles avant même qu'ils accostent en Australie. Absolument. Donc, ça peut aller très très loin. Voilà. Le camp, évidemment, le camp des réfugiés espagnols, aujourd'hui, c'est presque devenu un paradigme et aussi un lieu de mémoire. Parce qu'il y a aussi la question de la patrimonialisation. Considérer le camp comme un espace politique, c'est aussi l'estimer digne de mémoire. Oui, tout à fait. La première génération d'exilés, qui était une génération qui avait fait la guerre d'Espagne, a vécu ces conditions terribles. On mourait effectivement dans les camps français, non pas par la maltraitance des gardiens, quoiqu'en Algérie ça a été parfois le cas, mais on mourait parce qu'il y avait des épidémies, on mourait d'une bronchite à 20 ans, aujourd'hui, les générations suivantes sont encore très marquées par l'accueil qui a été réservé à leurs parents ou à leurs grands-parents. C'est encore une plaie qui est vive, probablement parce que cela n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Après la guerre, il y a eu après l'exode espagnol, il y a eu la guerre mondiale, il y a eu d'autres drames, et celui-là a été un peu occulté, passé sous silence, et évidemment nié en Espagne même. Alors, on parlait de l'accueil municipal. Il a été important pendant la période de la guerre d'Espagne, il a été moindre ensuite, mais pour sortir du camp, il fallait avoir des amis ou de la famille en France, ou bien aller travailler dans des fermes, dans des usines, dans des mines. D'ailleurs, l'industrie aéronautique, qui savait que dans les camps, il y avait beaucoup d'ouvriers qualifiés, est allé chercher des ouvriers spécialisés pour travailler dans l'aéronautique, notamment dans la région de Toulouse et la région parisienne. Et il y a eu donc diverses modalités pour sortir des camps. Et une très forte solidarité exercée par une partie de la population effectivement dans cette période. En préparant cette table ronde, nous nous disions que nous allions tenter, au fond, de rester sur cette ligne de crête, être anthropologue, ethnologue, historien, mais qu'il nous serait difficile de ne pas, à un moment donné, et peut-être que ce moment est venu avant que tout le monde, la salle, pose des questions, je ne sais pas, mais enfin, réagisse,
qu'on se pose justement cette question de la cause, de la mobilisation, de la politisation de la cause des migrants, qui a été le fil rouge de cette discussion, qu'on évalue effectivement la grande confusion entre ce qu'on appelle la crise des migrants et la crise des réfugiés, qui n'est rien d'autre au fond que la crise de l'Europe face aux défis politiques, humanitaire, social des réfugiés, la différence de traitement et de réaction politique entre la Grèce, l'Italie d'une part, l'Allemagne, la France et d'autre part, et à l'autre extrémité du spectre, si l'on peut dire, la Pologne ou la Hongrie. Voilà, pour ceux qui veulent, comment vous voulez réagir à cette injonction, au fond, c'est presque une question personnelle, c'est-à-dire comment rester historienne ou anthropologue de ces questions froidement, sérieusement, méthodiquement, sous la hantise du présent. Mais je crois qu'effectivement, l'expérience historique, et notamment celle que j'ai brièvement évoquée, est très parlante. La volonté politique, illustrée par la différence de traitement entre 36-38 et à partir de 39, et je ne parle pas de ce qui s'est passé sous le gouvernement de Vichy, montre que c'est déterminant. Et déterminante également la mobilisation de la population en faveur d'une aide solidaire par rapport aux réfugiés. Surtout que dans le cas des Espagnols, beaucoup vont participer à la résistance, vont s'intégrer parfaitement dans la société. La période était différente, certes, mais voilà, c'est une histoire, je pense, qui est assez parlante. C'est une question piège, ça, pour finir. Non, c'est pas une question, c'est une invitation. C'est une question piège, ça. L'historien, il a sa méthode, mais alors dès qu'on commence à le sommer un petit peu, là... Non, Samuel Moyn, qui est un historien américain qui travaille sur les droits de l'homme, a fait un livre en 2010 qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il était assez polémique. Et il disait, les droits de l'homme, c'est the last utopia, la dernière utopie. Voilà, et c'est vrai que c'est une très bonne question de savoir si cette dernière utopie, qui pour lui date des années 70 et pas du tout de 1948, parce qu'il n'y a pas une opinion publique à ce moment-là et des mouvements transnationaux comme dans des années 1970 pour exprimer cette importance accordée à l'homme qui souffre et à la nécessité de la solidarité. Oui, effectivement, cette dernière utopie est-elle passée? C'est la question qu'on peut effectivement se poser. Et puis, sur le sens donné aux sans-patrie et à l'asile, finalement, c'est la question du sens qui se pose. Quel sens est-ce que ça a? Est-ce que nous le raccordons aujourd'hui à notre idée que nous faisons de la justice sociale? Est-ce que la justice sociale passe par ces autres-là ou pas? Alors moi je serais assez simple, je dirais même en tant qu'historienne, d'abord témoignons, voilà, témoignons au sens fort du terme, témoignons c'est notre travail, voilà, pas pour donner des bons points ou des mauvais points à l'histoire et des jugements, c'est pas du tout ça, c'est-à-dire renseignons, documentons. Voilà, je pense que l'histoire a besoin d'être documentée sur ces aspects-là parce que les mots se confondent, les notions se confondent, les usages politiciens et non pas politiques sont foison et on n'est pas sorti de l'auberge, je pense. Et puis, il y a aussi qu'on peut aussi, chacun de nous, se mettre debout comme d'autres historiens, d'autres générations se sont mis debout en leur temps pour résister. Voilà. Et je pense que voilà, ça fait partie de la panoplie du bon historien aussi. Juste pour tout à fait d'accord. Juste pour compléter en disant que on est aujourd'hui dans une situation où on parle de droits de l'homme sans citoyenneté, et c'est là où les choses se compliquent. C'est-à-dire que pendant longtemps, comme l'a bien expliqué Hannah Arendt, les droits de l'homme étaient inclus dans la citoyenneté. Et comme elle l'a vu déjà et anticipé d'une certaine façon, la modernité ou ce que nous vivons aujourd'hui est quelque chose où il y a une séparation entre les droits de l'homme et les droits du citoyen. Et c'est là où ça devient difficile. Et moi, je pense qu'on est quand même dans un moment où, oui, la mobilisation, se lever, etc. est important, mais il faut aussi une mobilisation intellectuelle. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir plus. On est
on est requis pour réfléchir plus, pour aller un peu plus loin et essayer de dire des choses. Alors je voudrais être précis, dans des interventions publiques, quand on me pose la question, je dis, non pas c'est la crise de l'Europe, je dis c'est la crise des États-nations, ce qui est un peu différent. C'est la crise de la forme de l'État-nation, qui doit se dépasser d'une certaine façon pour arriver à inclure dans une forme de citoyenneté une multitude en déplacement qui ne va pas s'arrêter pour des raisons politiques, parce que les guerres vont continuer, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité, parce que les questions écologiques vont provoquer des déplacements de population, et parce que le monde deviendra plus appropriable par tout le monde. Et donc là, il faut arriver à réfléchir à ça. Et puis l'autre chose, je pense que c'est crise des nations, mais c'est aussi crise des solidarités. C'est-à-dire qu'on ne sait plus comment... ce que vous disiez, on ne sait plus comment assumer la cause des migrants. Et c'est pour ça que voilà, j'essaye de réfléchir à cette chose-là. C'est une relation qu'il faut rétablir, une relation avec un étranger qui nous est presque inaccessible, parce que précisément, il est dans un camp, il est bloqué à la frontière, il est derrière un mur, quoi, d'une certaine façon. Et c'est là où, effectivement, je pense que se lever, et tout à fait d'accord, c'est faire tomber ce mur-là pour recréer une relation et puis essayer de trouver, essayer de réfléchir plus pour essayer de trouver quelle est la bonne cause qui va faire changer tout ça. Oui, on peut dire aussi une crise de la lecture politique du monde, puisque au fond, si on prend par exemple la guerre en Syrie, on voit que tout le monde, je veux dire toutes les forces politiques et la plupart des intellectuels ont œuvré à en dépolitiser la compréhension, et ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui c'est la solidarité même qui s'en trouve affaiblie. Voilà, il est difficile sur un tel sujet de prétendre conclure, mais la seule chose qu'on puisse faire, c'est de poursuivre la discussion. Et donc, je crois que des micros vont circuler, ou circulent déjà dans les travées, que ceux qui souhaitent s'exprimer s'en emparent. Y a-t-il des questions, autrement dit ? J'espère que la personne ne s'est pas fait trop mal. Alors la question que je voudrais poser, c'est, on a parlé des migrants, des réfugiés, mais est-ce qu'actuellement la difficulté d'accepter des migrants ou des réfugiés, est-ce que ce n'est pas lié aussi à la religion? Parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Et c'est vrai que c'est un domaine extrêmement délicat. Parce que quand on regarde les différentes phases de migration, elles sont toujours concernées un monde chrétien. Et là, c'est un autre monde. Donc se pose la question, quelle identité va se poser pour ces personnes? Est-ce qu'elles gardent leur identité? Est-ce que nous gardons notre identité? Quels sont les échanges qui peuvent se produire à ce moment-là? Déjà, restons dans le périmètre national, puisqu'on y est, l'islam, puisque c'est cela dont il s'agit, est la deuxième religion de France, donc ça ne nous est pas étranger, l'islam. Nous avons des amis musulmans, nous connaissons, nous pouvons en connaître, et beaucoup de gens défendent, moi, on pourra toujours faire des sondages, que 99,99% des musulmans
croyants, pratiquants, plus ou moins, ou appartenant un peu comme beaucoup d'entre nous sommes catholiques parce que nos parents l'étaient et que nous avons peut-être été baptisés et il y a bien longtemps que nous ne sommes pas allés à la messe. De même, il en va de même pour les différentes générations de personnes qui sont de religion musulmane. Je pense que on a en tête, malheureusement, on a en tête des choses dont on n'a pas forcément l'expérience personnelle et qui dépendent beaucoup de la diffusion d'images et d'informations qui font un certain nombre d'amalgames, et à partir de là, il est difficile de réagir. Mais on associe généralement la présence de l'islam en France à des banlieues problématiques, etc. Et je pense que il existe des trajectoires brillantes de personnes d'insertion en France qui viennent de milieux dont les parents ou eux-mêmes peuvent être musulmans. Et donc voilà, je dis ça simplement pour que déjà on se débarrasse un tout petit peu d'un gros stigmate qui nous empêche un petit peu de réfléchir. Après, comme vous savez, que ce soit les Nigérians ou que ce soit les Afghans ou que ce soit les Syriens, ce sont beaucoup de gens qui ont fui l'horreur de sortes de terroristes qui se disent musulmans ou qui se disent islamistes. Et donc, ils nous invitent aussi, eux, à ne pas mélanger la religion musulmane des formes de discours extrémistes qui empruntent des mots à cette religion pour faire un certain nombre d'actes de folie. Les historiens peuvent sans doute rappeler que la guerre sainte est un terme qui a été important dans l'histoire du christianisme. Mais moi, je peux aussi, et j'en parlerai à notre colloque au Collège de France, venez nombreux, que l'islam contient aussi un langage de l'hospitalité qui est d'une très grande efficacité sociologique. Et finalement, on a à apprendre aussi de ces langages-là, qui sont des langages qui sont tout à fait favorables à l'intégration sociale. Voilà. Donc, et puis il faut établir les relations dans tous les cas. Il faut que les relations s'établissent, que les langages se croisent, se mélangent, pour qu'on s'aperçoive que nous sommes tous humains. C'est le principe de l'anthropologie, c'est de montrer que bien souvent, ce qui peut paraître a priori et vu de très loin comme des très grandes différences culturelles se résume bien souvent à des manières communes de se débrouiller les uns avec les autres en société. Oui, je voudrais juste... Je voudrais juste ajouter que les protestants, les catholiques, enfin les luthériens, les calvinistes, les vaudois, enfin bref, tous ces gens étaient tous chrétiens et pourtant ils étaient tous réfugiés, ils se sont tous fait exclure. Au contraire, ce qui est très intéressant, c'est que cet afflux de réfugiés a peu à peu provoqué l'idée qu'on ne pouvait pas être d'une autre confession n'était pas un crime, justement, et qu'on ne pouvait pas être chassé pour cela. Donc je pense qu'il faut penser les choses à l'inverse, puisque au contraire, ça aboutit à retirer la religion comme cause justement de persécution, par exemple, ou de différences extrêmes, ou d'incompatibilité extrême. On est plutôt allé vers l'inverse dans le cours de l'histoire. Pas directement et pas facilement, c'est vrai, mais voilà, je voulais simplement rappeler cela. D'autres questions? Allô, oui, bonsoir. Ne pensez-vous pas que la difficulté de l'accueil des réfugiés en ce moment est en partie due au fait qu'on n'ait pas digéré la guerre d'Algérie? Merci. Je pense, alors pour aller plus généralement dans votre sens, que la France est un pays postcolonial qui s'ignore. C'est-à-dire que nous sommes encore dans une pensée, et là on est bien plus large que la question des réfugiés, des migrants. Moi je m'y intéresse du point de vue de la question raciale, si vous voulez. La pensée raciale, la pensée de l'altérité
non pas ethniques, mais réellement raciales, ceux qu'on rejette, ceux dont on va se sentir supérieur, ceux qui auraient par nature une infériorité, seraient un peu moins humains que nous, s'est construit dans le cadre colonial. Pour la France, ça s'est construit dans le cadre colonial. Pour les États-Unis, pour l'Amérique du Sud, ça s'est largement construit dans le cadre de l'esclavage, ce qui n'est pas non plus une mince affaire. Je crois que chacun des grands pays qui se sont formés à partir de l'Europe ont une histoire qui est liée à l'esclavage, à la colonie ou à l'apartheid. Et nous sommes effectivement dans cette confrontation avec une indépendance qui s'est faite d'une manière dure, difficile, avec des affrontements violents et avec sans doute des comptes qui ne sont pas réglés avec la manière dont la France n'a pas réussi, ça c'est une question d'historien, la France n'a pas réussi à intégrer la guerre d'Algérie dans son histoire contemporaine. Et donc effectivement, je pense qu'il y a un traitement des originaires du Maghreb en général, ou de ceux qui, par le faciès, paraissent originaires du Maghreb et donc de l'Algérie, même s'il y a des très grosses différences avec l'histoire tunisienne ou marocaine, qui, eux, font les frais à travers le traitement au faciès notamment, de cette guerre d'Algérie pas encore digérée et de cette histoire coloniale pas encore complètement intégrée dans l'histoire nationale. D'autres questions ou remarques ou critiques? Je ne vois pas grand-chose. Oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence qui était très intéressante. Je voudrais juste rebondir et poser une question peut-être principalement à Monsieur Agier par rapport à l'exemple que vous avez donné de la gestion d'une ville, d'une municipalité, de l'accueil et surtout le plus important de l'intégration de réfugiés. Il y a des pays comme l'Allemagne où on voit qu'il y a des dispositifs qui se mettent en marche. C'est aussi différent parce que c'est le cas des Länder qui fait que la politique fédérale monte. Enfin, c'est pas pareil que le centralisme en France. Est-ce que, à votre avis, en France, on se dirige petit à petit vers une décentralisation de ce problème ou au moins vers une mise en place d'un système qui fait que le problème ne va pas rester principalement parisien et qu'il y a des politiques locales ou des dispositifs qui peuvent donner soit plus de pouvoir aux municipalités pour essayer de mettre en place des politiques locales plus adaptées, ou tout au moins de mettre en place des politiques peut-être directives de la part de Paris, mais qui distribuent, dispersent et règlent peut-être davantage de problèmes. Merci. On a eu l'an dernier, il y a tout juste un an, quelques jours qui se sont passés entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre, où on a entendu émerger, on a entendu venir tout un tas de propositions évidemment des associations qui étaient là-dessus depuis très longtemps, mais aussi des maires de petites villes ou de moyennes villes, qui soient de gauche ou de droite d'ailleurs, qui ont proposé tout un tas de solutions d'hébergement, d'accueil, d'hospitalité municipale, d'hospitalité communale, et qui ont demandé à être accompagnés et soutenus à ce moment-là par le gouvernement, qui, à ce moment-là, n'a pas fait grand-chose, il faut bien le dire. Et on voit le sujet revenir un petit peu maintenant dans les campagnes électorales, mais je pense que voilà, ça n'est rien d'autre qu'une campagne électorale. Ça n'est pas politique, c'est politicien, donc oublions-le. En tout cas, en revanche, je crois qu'effectivement, en France, comme ailleurs en Europe, le Danemark, par exemple, est intéressant parce qu'il y a un tissu associatif d'accueil qui se développe réellement, aussi bien qu'en Allemagne. En Allemagne, ce tissu associatif municipal est soutenu, est plutôt soutenu par l'État et les États fédérés, et il l'est beaucoup moins au Danemark, mais il n'empêche qu'il existe, par exemple, au Danemark, une association. Nous travaillons avec des collègues dans différents pays d'Europe sur un programme sur le thème des villes et des migrants, et au Danemark, il y a une association de 22 000 membres qui s'appelle les voisins amicaux, qui se déclarent solidaires et qui trouvent des solutions d'aide, d'hospitalité, etc. Et je pense qu'effectivement, en France, ça existe aussi, mais c'est beaucoup moins visible.
dans les médias et dans les milieux politiques et au niveau gouvernemental, mais ça pourrait l'être. Mieux comprendre et mieux décrire pour nommer les choses avec exactitude et aussi pour considérer les situations humaines avec dignité. Vous avez compris qu'au fond, c'était une mobilisation intellectuelle, qui n'est pas une mobilisation faute de mieux. Donc je voudrais remercier tous les participants à cette table ronde que vous pouvez retrouver, tous ou presque, au sommaire de ce très beau numéro des collections de l'histoire qui a organisé ce débat, l'Odyssée des réfugiés. Je vous remercie et bonne soirée.